Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Je rentre d'une semaine de vacances au Portugal, à Lisbonne, et du coup j'avais envie de vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'un des séismes les plus dévastateurs et le plus marquant de la civilisation moderne, l'énorme tremblement de terre de Lisbonne de 1755. L'histoire elle est super intéressante puisque non seulement le séisme a été l'un des plus destructeurs jamais recensés, mais en plus les impacts de ce dernier ils sont allés bien au-delà des victimes humaines ou encore des dégâts matériels, en allant jusqu'à influer la politique du pays, l'économie européenne ou encore les courants de pensée philosophiques. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Commençons par le début. Lisbonne, capitale du Portugal, est une capitale d'un pays prospère où il fait bon vivre dans un pays en plein essor économique, entre autres grâce à l'or du Brésil. On est le 1er novembre 1755, le jour de la fête de la Toussaint, fête religieuse très importante pour les chrétiens, qui est la religion ultra dominante au Portugal. Et rien ne laisse présager que le pays va être plongé dans le chaos total. Pourtant, à 9h40, la première secousse de l'un des séismes les plus meurtriers et destructeurs de l'histoire va se faire ressentir. Selon les témoignages de l'époque, c'est au total 3 secousses bien distinctes qui se sont fait ressentir pendant une durée totale de 10 minutes. C'est tout bonnement énorme quand on sait que la durée moyenne d'un tremblement de terre, c'est en moyenne 1 minute. À l'époque, on n'a pas de sismographe, donc on a dû calculer son épicentre et sa magnitude de manière indirecte, en prenant en compte le contexte géologique de l'époque et la répartition des destructions. On estime donc que l'épicentre, c'est-à-dire la projection à la surface du point de rupture du séisme appelé foyer, se situerait dans l'océan Atlantique, probablement à environ 200 km du sud-ouest du cap Saint-Vincent. D'après les estimations, on pense que la puissance du séisme aurait été entre 8,5 et 9 de magnitude sur l'échelle de Richter. Pour rappel, voici l'échelle de Richter, qui permet de mesurer la puissance d'un tremblement de terre. La paléosismographie, c'est la science de l'étude des séismes avant que l'humain n'ait possédé des instruments de mesure pour les tremblements de terre. Et justement, d'après ces études en paléosismographie, on estime que ce type de séisme se produirait environ tous les 1500 à 2000 ans. Histoire que vous l'ayez en tête, à l'heure actuelle, le séisme le plus puissant jamais mesuré a atteint 9,5 sur l'échelle de Richter en 1960 à Valdivia au Chili. Sauf que là, on est en 1755 et les infrastructures, elles sont bien moins résistantes. Le séisme cause donc de larges fissures au sol pouvant aller jusqu'à 5 mètres de long, et la ville est détruite. Par instinct de survie, les survivants du tremblement de terre décident de se rendre aux endroits de la ville les plus dégagés, et donc se rendre sur les quais au bord de l'océan Atlantique et du Tage, le fleuve traversant Lisbonne et se jetant dans l'océan. En effet, ces quais ils étaient dégagés de tout bâtiment et donc ils sont réputés comme sécurisés. Mais malheureusement pour eux, ils vont être témoins d'un phénomène qui présage rien de bon. Les personnes qui sont sur les quais observent l'eau se retirer peu à peu à un phénomène totalement inconnu pour eux. Les fonds marins sont exposés à nu et les bateaux sont cassés. Et c'est plusieurs dizaines de minutes plus tard que la catastrophe arrive. Un énorme tsunami se dirige tout droit sur Lisbonne avec des vagues d'environ 5 à 15 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un bâtiment de 5 étages qui se dirigerait tout droit vers les quais. Le port et le centre-ville se retrouvent donc complètement submergés. Et comme si ça suffisait pas, les rares zones épargnées par le tsunami sont quant à elles complètement ravagées par des incendies, causés entre autres par la chute des bougies et des chandeliers dans les maisons, mais aussi des cheminées domestiques qui sont détruites et qui se mettent à embraser les bâtiments. Au total, c'est près de 85% des bâtiments de Lisbonne qui vont être détruits, comprenant ses plus beaux palais et de nombreuses bibliothèques. Des dizaines de milliers d'ouvrages sont détruits, des centaines d'œuvres d'art et des archives royales très précieuses partent en fumée, notamment les comptes rendus des grandes explorations des navigateurs de l'époque. Les pertes humaines sont aussi cauchemardesques. On estime que c'est entre 50 et 70 000 personnes qui perdent la vie. Bien évidemment, vous vous en doutez, si Lisbonne a été touchée, c'est en réalité tout le sud du Portugal qui a subi des impacts de plein fouet, et notamment la région de l'Algarve. Et donc forcément, si le Portugal a été touché si sévèrement, les pays voisins ont bien évidemment ressenti également le séisme. On ressent le tremblement de terre dans toute l'Europe jusqu'en Finlande. En Espagne, c'est pas mal de gros ports comme Cadix, Séville ou La Corogne qui sont totalement détruits, ce qui a pour conséquence de perturber totalement le commerce maritime européen. À partir de ce moment-là, les transports vers les Amériques devront s'effectuer via les ports d'Europe du Nord, donc France, Pays-Bas et Royaume-Uni. L'Espagne va donc perdre sa suprématie maritime dans l'Atlantique. Évidemment, l'Afrique du Nord est également impactée par le tremblement de terre puisqu'un tsunami va également les frapper, avec des vagues de près de 20 mètres de haut. Et certaines vagues atteindront même la Martinique, donc de l'autre côté de l'Atlantique, avec des vagues d'à peu près 2 mètres de haut. Au Maroc, on estime que le séisme a causé la mort de 10 000 personnes, et de nombreuses villes vont être ravagées. Alors comment se passe l'après-tremblement de terre ? Au Portugal, la famille royale a échappé à la catastrophe. Le roi Joseph Ier et sa cour s'étaient absentés pour assister à une messe, car l'une des filles du roi avait émis le souhait de passer du temps hors de la capitale. À partir de ce jour, le roi développera une peur panique de Lisbonne et s'installera sur une colline non loin de la capitale. En plus du roi, le premier ministre Sébastio de Mello a également survécu. Aussi connu sous le nom de Marquis de Pombal, il est l'homme qui dirigera d'une main de fer la gestion de l'après-tremblement de terre. On lui connaît d'ailleurs cette phrase marquante « Maintenant, enterrez les morts et nourrissez les vivants ». C'est donc avec un pragmatisme et un sang-froid à toute épreuve qu'il avait rendu célèbre qu'il va prendre en main l'organisation des secours et la reconstruction de la ville. Il va donc envoyer des équipes spécialisées dans les incendies en ville, tandis qu'un autre groupe était chargé de rassembler les milliers de cadavres. En fait, il fallait rapidement sauver les survivants et rassembler les cadavres, puisque laisser des cadavres pourrir à la surface,
Ça aurait pu entraîner des épidémies qui auraient encore pu aggraver la situation. D'ailleurs, contrairement aux coutumes et à la volonté de l'église, de nombreux corps ont été entassés sur des barques et immergés au large du Tage afin de se débarrasser rapidement des cadavres. Pour finir, il a fallu maintenir l'ordre dans la ville. Pour ça, des potences ont été érigées dans les endroits les plus visibles de Lisbonne, afin de dissuader les pilleurs. Et on estime que c'est environ 34 personnes qui ont été exécutées afin de servir d'exemple. En plus de ça, l'armée a été également déployée autour de la ville pour empêcher les personnes en état de travailler de fuir, pour pouvoir les mettre à contribution pour la reconstruction. Bah ouais, la ville allait pas se reconstruire toute seule. Et grâce à ça, moins d'un an plus tard, la ville était déjà en pleine reconstruction, et les ruines étaient complètement dégagées. Puisque la ville est complètement détruite, le marquis de Pombal prend la décision d'en profiter pour totalement repenser la ville et sa configuration à l'aide d'architectes et d'urbanistes. Les nouveaux bâtiments seront donc également les premiers à intégrer ce qu'on peut appeler les prémices des normes antisismiques en Europe, grâce au principe de la cage de Pombaline. La cage de Pombaline, c'est une méthode de construction antisismique qui se base sur une charpente en bois et va être intégrée dans les murs. La structure va donc venir renforcer les murs extérieurs pour augmenter leur résistance et leur stabilité, et en plus de ça, le bois c'est un matériau qui est flexible, ce qui va permettre d'absorber et de dissiper les forces sismiques. En revanche, vous vous en doutez, les dégâts étaient énormes et le coût de la reconstruction est très élevé. Le Portugal est depuis quelques années dans une période où ils ont des difficultés financières et où ils sont complètement asservis au Royaume-Uni qui possède directement ou indirectement une grande partie de leurs richesses. Donc ce tremblement de terre qui a des conséquences financières désastreuses tombe pas vraiment au bon moment. Et ça marque définitivement la fin de l'âge d'or du Portugal. La vie économique du pays est donc bouleversée et le Portugal doit ralentir ses projets coloniaux au profit de la Grande-Bretagne. Au total, cette catastrophe elle aura coûté entre 32 et 48% du PIB du pays, soit environ 3,7 milliards d'euros. Mais c'est pas tout, puisque la politique interne du pays va aussi être impactée. Le duc de Pombal, qui est pour rappel le Premier ministre, est très apprécié du peuple et du roi. En revanche, il est plutôt méprisé par l'aristocratie, en partie à cause de ses origines de simple écuyer, mais aussi car il est pas croyant, et il tente de répandre l'athéisme dans le pays. Et en retour, le Premier ministre détestait les nobles de souche qui considéraient comme des personnes corrompues et incapables de la moindre action. Avant le 1er novembre 1755, la lutte pour les faveurs du roi et pour le pouvoir était constante, mais le Premier ministre s'est clairement illustré dans la gestion de la crise, ce qui a eu pour effet de faire disparaître les vieilles factions aristocratiques du pouvoir. Et ces factions, elles vont commencer à nourrir une haine envers le roi. Une opposition silencieuse composée des aristocrates et des jésuites va donc se créer contre Joseph Ier. Et cette haine, elle va se cristalliser par une tentative d'assassinat contre le roi. Le marquis de Pombal va donc mener une enquête de manière un peu secrète, et il va découvrir qu'entre le duc d'Aveiro et la famille Tavora, il y a eu pas mal d'allées-venues. Pourtant, ces deux familles, elles sont connues pour être en conflit depuis plusieurs mois. Du coup, on va s'interroger sur les conditions de leur réconciliation. Le marquis va donc surveiller les correspondances entre les deux familles, et on va trouver de nombreuses lettres compromettantes. Après une longue enquête, leur procès s'ouvre pour haute trahison. Le marquis de Pombal va d'ailleurs rétablir le droit à la torture, ce que le roi va laisser faire sans broncher. Le duc d'Aveiro et la famille Tavora seront finalement reconnus coupables, les hommes seront torturés et ils seront tous exécutés. Et en plus de ça, les jésuites y vont être chassés du pays. Le Premier ministre est donc enfin libre pour réorganiser l'économie du Portugal à sa guise. Ça, c'était les conséquences du tremblement de terre en termes de victimes, de dégâts, d'économie et de politique européenne. Mais les influences de ce séisme sont bien plus importantes, notamment dans la philosophie et la science. Comme expliqué précédemment, le Portugal c'est un pays extrêmement catholique, et la catastrophe s'est produite lors d'une fête religieuse importante. En plus de ça, la plupart des églises ont été détruites, et avec la théologie de l'époque, on a du mal à expliquer ça. On n'arrive pas à justifier par une colère divine le fait que le tremblement de terre se soit passé ce jour-là, et que autant d'églises aient été détruites. Cette catastrophe elle aura donc un très fort impact sur les penseurs européens du siècle des Lumières de l'époque. On retrouve donc tout logiquement pas mal de références à cet événement dans les livres de l'époque, notamment dans Candide de Voltaire. Voltaire y fera même une critique du texte, le meilleur des mondes possibles de Leibniz. Sans rentrer dans les détails, en résumé, Leibniz y cherche à réconcilier l'existence du mal avec les croyances en un Dieu parfait, en postulant que notre monde, avec toutes ses imperfections et ses souffrances, c'est tout de même le meilleur des mondes possibles conçu par une intelligence divine. Et ça, c'est ce que Voltaire y critique. Théodore Arnoï déclara en 1966 « Le tremblement de terre de Lisbonne aura suffi à guérir Voltaire de la théodicée de Leibniz ». Et il va s'en suivre d'énormes débats autour de la religion. Un autre concept qui sera abordé dans la philosophie de l'époque, c'est le concept du sublime. Le sublime, il se définit par une qualité d'extrême amplitude ou force qui transcende le beau. Le sublime est lié au sentiment d'inaccessibilité. Comme tel, le sublime déclenche un étonnement inspiré par la crainte ou le respect. Fasciné par la force du séisme, le philosophe Emmanuel Kant recueille donc toutes les informations qu'il peut trouver au sujet du séisme, et il tente d'en faire une théorie sur la cause des tremblements de terre. Sa théorie elle va être rapidement démentie par la science moderne, mais c'est un tournant de l'histoire, parce que c'est la première fois que la notion du tremblement de terre est abordée via le prisme de la science, et non d'une force surnaturelle. En plus de la reconstruction de la ville, le marquis de Pombal va s'atteler à une tâche qui est tout à fait différente. Il va envoyer un questionnaire à toutes les paroisses qui contient les questions suivantes. Combien de temps a duré le tremblement de terre? Combien de répliques ont été ressenties? Quel type de dommage a été causé?
Les animaux ont-ils eu un comportement étrange? Cette question, c'est une question intéressante qui va anticiper d'ailleurs pas mal d'études réalisées pendant les années 1960 par des sismologues chinois. Et puis pour terminer, qu'est-il arrivé au puits et au point d'eau? Les réponses à ces questions, elles sont encore conservées aujourd'hui aux archives nationales. Et grâce à tous ces éléments, les chercheurs de l'époque et les chercheurs modernes, ils ont pu reconstituer la catastrophe d'un point de vue scientifique, chose qui aurait été impensable sans toutes ces informations. Beaucoup considèrent donc d'ailleurs le marquis de Pombal comme étant un des pionniers de la sismologie contemporaine. Voilà qui conclut donc cette histoire, l'histoire d'un séisme particulièrement dévastateur et meurtrier, qui aura eu un impact sur l'économie et la politique du Portugal, mais aussi de manière générale sur l'histoire de l'Europe. Ce séisme aura été le point de départ sur des réflexions philosophiques et scientifiques, et aura donné naissance à l'incroyable science qu'est la sismologie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, bisous l'équipe.